Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors, est-ce que les coopératives s'engagent? C'est la question de ce débat et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Lamotte. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes directeur du marché des entreprises et des ingénieries, Banque Populaire. Merci d'être ici. À vos côtés, Frédéric Chausson. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes directeur des relations extérieures et du développement durable de Sodial. Et à ma gauche, Ludovic Brun-Dejon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général Agri-Éthique France. C'est bien ça? Tout à fait. Bon. Tout à fait. Alors, une première question, peut-être vous, Jérôme. Quels sont les engagements, justement, de la Banque Populaire en matière de transition? Voilà, les engagements, on l'a dit. Alors, Banque Populaire, déjà, c'est un statut coopératif. Voilà, il faut le rappeler, modèle coopératif. On est la première banque des entreprises en France. Et c'est vrai qu'on a une responsabilité là-dessus. Donc l'objectif, c'était comment on accompagne les entreprises dans la transition. C'est un vrai enjeu business, environnemental. Et là-dessus, nous, on a déployé différentes offres qui vont de l'accompagnement justement à la transition environnementale, mais aussi ESG. Voilà, donc c'était ça important. Et on a aussi accompagné tous nos collaborateurs, acculturés, formés pour justement accompagner ces dirigeants d'entreprise. Donc on a décliné toute une offre. Et on avait aussi Banque Populaire et le groupe un engagement sur la finance verte et de fléchage, c'est-à-dire comment on collecte l'épargne, comment on épargne justement, et pour la rediriger sur des investissements, principalement l'entreprise, green et tous les acteurs économiques, personnes morales. Voilà, donc après, on peut détailler les offres, mais... on y reviendra si vous êtes très d'accord. Alors comment une coopérative laitière comme Sodial s'engage concrètement? Alors oui, tout d'abord, Sodial, c'est effectivement une coopérative, vous l'avez mentionné. Coopérative laitière, c'est une grosse coopérative, puisqu'on collecte plus de 4,5 milliards de litres de lait par an auprès de 10 000 exploitations. Donc c'est vraiment une grosse coopérative. Et donc on a un programme pour embarquer tout le monde dans la transition agroécologique. Et ce programme s'appelle Horizon laitier. C'est le nom qu'on lui donne au sein de la coopérative. Et il y a 3 volets qui sont assez classiques. Ce que je vais vous dire, ça ne va pas révolutionner le tour de table, mais qui sont, le premier est un volet qui concerne les élevages. Et dans ce volet-là, on travaille sur le renouvellement des générations, qui est quelque chose qui est très important pour nous. On travaille sur le bien-être animal, on travaille sur la biodiversité, qui est un sujet qui est en train d'émerger très fort. Et on travaille aussi sur le carbone, j'y reviendrai certainement dans la discussion. Le deuxième volet concerne les produits. Et là, on parle de nutrition, on parle d'impact environnemental et beaucoup d'emballage pour une société comme Sodial. On est des gros producteurs d'emballage, on vend des yaourts, on vend du lait, on vend des briquettes, etc. etc. Et donc, c'est un sujet qui est extrêmement important. Et le troisième volet d'Horizon laitier, notre programme RSE, concerne nos communautés, les communautés de producteurs, les communautés de salariés. Comment on peut travailler ensemble, comment on peut mieux se former, comment on peut être plus inclusif. Et donc, c'est dans ce volet-là qu'on essaye de travailler toutes ces dimensions. Alors, Ludovic, ça change. C'est-à-dire qu'avant, on avait des objectifs économiques très directs. Aujourd'hui, on doit intégrer d'autres paramètres. Alors, tout à fait. Déjà, un petit mot. Agri-Éthique, c'est un label de commerce équitable. Et ce label est à l'initiative d'une coopérative et c'est exporté sur l'ensemble des coopératives en France. On est leader sur notre marché puisqu'on représente 56% des produits labellisés commerce équitable origine France. Tous les produits labellisés sont diffusés dans tous les circuits de distribution, la GMS, les restaurants d'entreprise et les collectivités, l'artisanat avec les boulangeries. On a plus de 1000 boulangeries artisanales engagées dans le modèle. Et le principe, en quelques mots, est extrêmement simple, surtout dans le contexte actuel. L'objectif, c'est que du producteur au porteur de marque, voire l'enseigne, il y a une contractualisation sur la base d'un prix basse coût de production, d'une durée minimum de 3 ans et d'un volume qui soit suffisamment significatif. Donc au travers de ce modèle, on vient à la fois protéger, j'ai envie de dire, le pouvoir d'achat de l'agriculteur, la rémunération du producteur, mais aussi protéger le pouvoir d'achat du consommateur parce qu'on n'est pas connecté au marché, donc à cette volatilité qui est exacerbée aujourd'hui. Le contrat, c'est votre principal outil ou il y en a d'autres? Comment vous fonctionnez? Alors, le contrat, c'est vraiment le noyau, le socle de la démarche. Tout le monde s'engage, comme je l'ai dit. Donc, à aucun moment donné, un des acteurs n'est tenté de sortir de la démarche. Et tous les ans,
chaque partenaire, alors c'est le partenaire, c'est la coopérative, ça peut être le meunier, ça peut être l'industriel, voire l'enseigne. Chaque partenaire est contrôlé une fois par an par un organisme certificateur qui s'appelle Certipac. L'intérêt, pour répondre à votre question, l'intérêt, je dirais, de verrouiller le pilier économique, c'est d'engager les agriculteurs dans la transition et donc tout l'intérêt du modèle. Voilà. Frédéric Chausson, bon, on le sait, on est confronté aujourd'hui à une multitude d'évolutions, de mutations, de révolutions. Je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais vous, par exemple, vous en avez un petit peu parlé sur le fait de la réduction donc, des émissions de carbone. Comment ça se fait? Oui, alors c'est un très gros enjeu, effectivement, le carbone pour l'industrie laitière au sens large et pour Sodial donc en particulier. Beaucoup de gens le savent, hein, mais les vaches émettent du méthane en ruminant, donc excrètent du méthane, et le méthane est un gaz qui a un pouvoir réchauffant qui est assez important. Et donc il y a un réel enjeu au niveau de l'industrie laitière d'arriver à réduire en fait, ces émissions de méthane et l'impact climatique au sens large sur la planète de l'élevage laitier. Alors comment on fait ça? Effectivement, vous l'imaginez, c'est pas simple, hein. Donc on a plusieurs leviers à activer. Alors des leviers qui sont assez classiques, c'est-à-dire qu'on a par exemple dans nos usines, on installe des pompes à chaleur, on installe des chaudières biomasse, des réducteurs de vapeur, mécaniques de vapeur, des choses qui économisent de l'énergie. Nos camions, eux, sont de plus en plus économes aussi. Ils roulent pour certains au biogaz, etc., etc. Mais c'est dans les fermes que majoritairement c'est là où ça se passe. Et donc on aide les éleveurs à avoir des meilleures pratiques au niveau de leur ferme pour réduire leur empreinte carbone. Donc on fait ce qu'on appelle des CAP 2R. C'est un peu technique, mais c'est des audits qu'on fait régulièrement dans les fermes où on mesure l'impact carbone des fermes et on fait des plans d'action pour que l'éleveur réduise son impact. Donc ça, aujourd'hui, dans toutes nos fermes, il y a à peu près 2000 CAP 2R qui ont été faits et on en fait 800 par an de façon donc très intensive. Et on est vraiment très engagé donc, à ce niveau dans les fermes. Et on voit que ça s'accélère justement. Malheureusement, il faut aller de plus en plus vite. Est-ce que vous avez des moyens d'accélérer? Alors oui, c'est une bonne question parce que ça, effectivement, on mesure, on incite les producteurs à prendre en compte cet impact environnemental dans leur activité. Et je tiens à préciser qu'ils sont très concernés par ça parce qu'ils sont les premières victimes en fait du changement climatique. Hein. C'est la sécheresse, bien évidemment, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits ces derniers étés. Donc il y a vraiment une prise de conscience et vraiment une dimension très, très importante pour les éleveurs. Alors effectivement, il y a des moyens d'accélérer aujourd'hui. Il y a des choses il y a de la science en fait qui est en train d'être produite. Il y a des réflexions un peu partout. Alors ça peut être des additifs alimentaires qui aujourd'hui sont testés un peu partout dans le monde. On parle des algues rouges, on parle d'un certain nombre d'additifs d'industrie du commerce. On parle aussi de progrès génétique pour les vaches qui vont être sélectionnées sur leur capacité à émettre du méthane. Et puis on parle aussi de machines qui sont mises dans les étables pour capter du méthane directement et le transformer en biocharbon. Donc il y a plein de choses qui sont en train d'être faites. Moi, ça me rend assez optimiste en fait sur le fait qu'on va arriver à relever le challenge de rendre l'élevage laitier en particulier, mais l'élevage d'une manière générale, neutre en carbone d'ici une dizaine d'années. C'est en tout cas un souhait qu'on a, un objectif qu'on se donne. Et voilà, il y a plein de leviers d'action qui sont mis en œuvre. Et donc, on est résolument en marche vers cet objectif. Jérôme, est-ce que vous avez les outils justement pour financer cette transition agroécologique et neutralité carbone? On est assez complémentaires parce que effectivement, nous, on va financer tout ça. Il y a une chose importante qu'il a dit, c'est que tout le monde en a conscience, tout le monde a envie de passer à l'action, mais le passage à l'action, il est un peu compliqué. Donc nous, on a construit des outils justement pour un rôle de pédagogie. La transition, avoir un impact environnemental, c'est travailler son énergie négative, donc la rénovation, par exemple. Et donc on fait un prêt spécifique rénovation, c'est travailler ses énergies positives. Ça va être effectivement de mettre une toiture photovoltaïque. Donc là, on est sur les ENR. Il y a tout ce qui est mobilité verte. Et après, il y a tout ce qui est transition dans les usines, par exemple, au niveau des entrepreneurs. Donc effectivement, c'est avoir ce rôle de pédagogie. Et puis après, on a l'incitation, justement, pour passer à l'action. Et c'est là où, et on va même être complémentaire avec Agriéthique, c'est qu'on a mis en place le premier prêt à impact
pour les entreprises accessible au plus grand nombre, c'est-à-dire que le seuil d'intervention est assez faible par rapport à la place de marché. Et là, c'est 13 critères simples. Nous, on va conseiller. Et typiquement, on a, alors en association avec les experts comptables d'ailleurs, on s'est dit, il y a un critère, c'est comment travailler ses achats responsables, avoir des meilleurs achats. Donc un client qui va faire ses achats agri-éthiques, forcément, il va bénéficier. Et nous, en contrepartie, on va lui faire une rétrocession d'intérêt. S'il atteint ses objectifs qu'on a fixés avec lui, on lui rétrocède les intérêts. Il y a des Pas outils- tout, hein. pas- Une pas partie. tout. Il y a des outils d'épargne aussi? Tout à fait. Le but aussi, nous, on est le rôle principal d'une banque, c'est de collecter pour prêter. Donc là, on a un engagement très fort au niveau du groupe et des banques populaires, c'est effectivement d'avoir un fléchage, une garantie de fléchage sur l'épargne. Donc on a créé des comptes à terme verts, où effectivement on s'engage, on garantit que toute cette épargne-là va aller à l'investissement vert dans la région, parce qu'on est banque régionale. Donc, et là, c'est vraiment la garantie. Alors, le but après, c'est d'avoir les investissements et de bien inciter tous les entrepreneurs à avoir cette transition. Donc, c'est la garantie. Qui c'est qui va payer au final? Qui c'est qui va financer cette transition, à votre avis? Je sais pas. C'est vraiment la question fondamentale. Alors effectivement, il y a, comme l'a dit Jérôme, des financements à impact qui commencent à se développer de façon très importante. Donc on est en échange régulier avec nos partenaires banquiers sur le sujet. Il y a une partie de l'État quand même qui a une vision stratège en fait sur ce sujet-là, et avec des programmes, des grands programmes comme France 2030 ou tout ça, et ça injecte de l'argent, pas forcément chez Sodial directement, mais chez des partenaires de Sodial. Enfin bref, il y a une dynamique qui est créée autour de tout ça. Après, le vrai sujet de fond, c'est quel est le rôle du consommateur dans le financement de cette transition agroécologique. C'est clair, est-ce que si le consommateur, quelque part, n'est pas concerné par cette transition, ça ne marchera pas. Et donc, c'est donc pour ça que nous, on plaide beaucoup pour des prix rémunérateurs, pour qu'il y ait des prix dans les rayons des grandes surfaces qui soient des prix rémunérateurs, des prix équitables pour tous les maillons de la filière, et que c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ces prix-là soient extraits de la volatilité pour que chacun gagne sa vie et chacun puisse financer la transition. Alors, Allez-y. je me permets parce qu'il y a tellement de choses et j'ai envie de rebondir. Il y a un mot qui m'est cher, c'est Frédéric qui en parlait, c'est l'impact. Et c'est vrai que je pense qu'on est à un tournant, c'est-à-dire que pendant des années, on était sur un modèle où on imposait des cahiers des charges produits à nos producteurs. Et les producteurs ne participaient pas forcément à la co-construction de ce cahier des charges. Donc, entre guillemets, on venait lui imposer un certain nombre d'exigences. C'est encore le cas pour beaucoup de filières aujourd'hui. Et je trouve dans l'impact, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité de redonner de l'autonomie au producteur pour qu'il puisse lui-même identifier les bonnes pratiques qu'il doit mettre en place par rapport à son exploitation. Déjà, on est sur une approche exploitation systémique et non une approche produit, et aussi une approche territoriale. Donc redonner de l'autonomie au producteur, lui permettre de faire une cartographie des bonnes pratiques à mettre en place de son exploitation, et ensuite de mettre en place un plan de progrès pour envisager cette transition sur tous les sujets qu'on a évoqués. Et je voulais rebondir sur un point. On parlait du consommateur. Bien sûr qu'il faut aller jusqu'au consommateur. Et j'aime bien dire souvent, on arrive dans la génération « mais pourquoi ?» C'est bien. Mais pourquoi on met en place ces dispositifs? Mais pourquoi? Mais pourquoi ça nous amène à l'impact? À l'impact, et les marques doivent s'engager pour plus de transparence, prouver leur engagement et faire appel à un tiers de confiance pour, je dirais, contrôler et valoriser ces engagements. Toute dernière question, parce qu'on est au terme de l'émission, et le côté social, on n'en a pas parlé. Alors, Très court. je vais essayer d'être court. Le côté social est extrêmement simple dans notre modèle. Nous, l'objectif, c'est d'accompagner notamment les coopératives, les collectifs de producteurs dans l'animation d'une communauté autour du label sur des sujets de transition, sur des sujets de bien-être animal. Et l'intérêt de s'engager dans un label comme Agritic, dans le commerce équitable, c'est que pendant 3 ans, 5 ans, 7 ans, le prix ne vient pas parasiter les échanges. Donc on a plus de temps pour travailler sur les sujets de transition. Ludovic Brindejon, merci beaucoup. Frédéric Chausson, Jérôme Lamotte, merci beaucoup d'être venu ici pour débattre de cette question. Et puis surtout, merci à vous.